Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes aussi première vice-présidente du Congrès, vice-présidente du Rassemblement. Et depuis lundi, on sait aussi que vous conduirez la liste Rassemblement au municipal de Nouméa. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour réagir à une actualité calédonienne encore très dense. Et déjà, on a appris lundi dernier par un article du journal Le Monde que le gouvernement abandonne le projet de loi sur la consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival. Alors déjà, est-ce que vous avez été surprise de cette annonce et de la manière dont elle a été rendue publique? Et est-ce que le gouvernement a raison de renoncer? Écoutez, je pense qu'on est très en phase avec Philippe Gosselin, qui est député de notre famille politique au niveau national des Républicains, qui a indiqué que le gouvernement avait quand même un certain nombre de signaux contradictoires dans son action sur la Nouvelle-Calédonie, sur notre sujet. Alors d'abord, effectivement, la façon dont nous avons été avertis, puisque nous l'avons appris comme tout le monde, en fait, dans un article du média national du Monde, finalement ce retrait en fait de cette loi pour convoquer les Calédoniens de manière anticipée sur cet accord de Bougival et pour leur redonner la parole. Moi, je regrette en fait que cette proposition n'ait pas été suffisamment travaillée en amont à Paris avant d'être posée dans le débat. Je considère qu'il y avait un intérêt et du sens, à défaut de consensus en Nouvelle-Calédonie, puisque le FNKS rejette, après l'avoir signé, cet accord de Bougival. Il y avait un intérêt à redonner la parole aux Calédoniens et à leur faire choisir eux-mêmes s'ils étaient d'accord ou pas avec ce qu'on a signé à Bougival. Alors le gouvernement invoque notamment l'absence de majorité au niveau national pour adopter le projet de loi. C'est lui qui aurait dû travailler davantage, notamment auprès des socialistes qui ont demandé la suspension du texte. Et oui, évidemment, il aurait fallu, quand je parle de travail en amont de cette proposition, c'est effectivement qu'il y ait un travail du gouvernement ou même du président de la République en direction des parlementaires, mais plus particulièrement des socialistes, parce que nous savons que c'est eux, finalement, qui donnent une majorité, puisque le Rassemblement national est systématiquement contre Bougival, contre le report des élections pour mettre en place l'accord, et nous n'avons pas de soutien de leur part. Et donc, il n'y a que, finalement, le groupe du président de la République à l'Assemblée et les quelques membres aussi au Sénat, mais aussi, surtout, les LR, notre famille républicaine, qui, elle, est à fond pour l'accord de Bougival. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Vous faisiez allusion à Philippe Gosselin il y a un instant, mais quelle est vraiment la position des LR à l'Assemblée et au Sénat? Ils soutiennent Bougival, on les entend pas forcément, quoi. Alors, on les a beaucoup entendus. On a entendu le président du Sénat dire oui à Bougival dans une interview qu'il a donnée à un de vos confrères ici en Nouvelle-Calédonie de presse écrite, et je crois même sous forme d'une interview télévisée. Et donc, au contraire, les LR de Bruno Retailleau à Gérard Larcher, le président du Sénat, à notre chef de groupe Mathieu Darnaud au Sénat, à Laurent Wauquiez à l'Assemblée, sont tous pour l'accord de Bougival et le soutiennent à fond. À fond, d'ailleurs, le président du Sénat avait réservé une semaine pour examiner la loi constitutionnelle début décembre. Enfin, vraiment, il n'y a pas de fébrilité du tout. Par contre, le président du Sénat m'a informé qu'il n'y avait effectivement sur la consultation anticipée pas de majorité, du fait du retrait des socialistes au Sénat et à l'Assemblée, et puis de l'hésitation au Sénat aussi d'un groupe qui est le groupe centriste d'Hervé Marseille. Donc il savait qu'il y aurait des difficultés parce que certains étaient en train de se retirer et allaient faire perdre la majorité au Sénat, alors encore plus à l'Assemblée en fait. Alors, pas de majorité pour adopter la modification constitutionnelle, enfin pour adopter déjà cette consultation. Il n'y en a pas non plus pour adopter la modification constitutionnelle. C'est pour ça que la ministre des Outre-mer avait envisagé de consulter auparavant les Calédoniens. On en est où? Est-ce que Bougival est mort ou non? Et comment est-ce qu'on peut relancer le processus? Écoutez, ce sera peut-être une de vos questions après, mais justement, le président de la République nous convoque. Il nous convoque à Paris. C'est lui qui peut reprendre les choses en main aujourd'hui. C'est lui qui a la main plus que le Premier ministre, plus que la ministre des Outre-mer. C'est très compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, on avait un ministre qui se chargeait de notre dossier et qui était aux 2/3 du gué sur l'accord de Bougival. Il s'appelait Manuel Valls. Et puis, le président de la République a décidé de le démettre entre le Cornu 1 et le Cornu 2 au niveau du gouvernement quand il y a eu des changements. Du coup, on se retrouve avec Mme Mouchou qui est certes dynamique, mais bon, qui n'est pas investie dans le dossier comme pouvait l'être l'ancien ministre des Outre-mer. Donc, effectivement, on considère que c'est au plus haut niveau de l'État aujourd'hui qu'une reprise d'initiative doit se faire. C'est ce qu'a fait le président de la République en nous invitant à Paris, mais les choses sont assez encore floues sur la façon, la méthode et l'objet, finalement, de cette réunion. Donc, nous espérons
que nous aurons rapidement une clarification de la situation. On voudrait que cesse une forme d'amateurisme sur notre dossier, d'un point de vue de l'État. Nous sommes un sujet complexe. Il faut un interlocuteur dans la durée pour nous gérer. Et puis aussi, il faut que les choses soient très claires sur la méthode, sur la façon d'avancer. Nous avons notre part de responsabilité. Nous essayons de l'assumer pleinement. Nous n'avons jamais fait chaise vide sur ces discussions depuis des années. Mais là, aujourd'hui, nous avons besoin d'une clarification de l'État. Est-ce qu'il soutient Bougival ? Vous me posiez la question de savoir s'il était mort ou pas. Nous avons eu des facilitateurs, 3 personnes sont venues en Nouvelle-Calédonie, déléguées par la ministre des Outre-mer, le président de la République aussi. Ils ont apporté quelque chose? Ça a servi leur mission de quelques jours en Calédonie? Écoutez, moi je trouvais que la méthode était plutôt utile parce qu'ils ont essayé de discuter avec chacun en essayant de voir s'il pouvait y avoir des ajustements. Vous savez que nous sommes contre remettre en cause les principes que nous avons actés lors de cet accord de Bougival. Il y a eu beaucoup de travail. Nous avons trouvé une solution que tout le monde a signée pour ensuite qu'un seul des 6 représentants politiques, à savoir le FNKS, rejette finalement l'accord. Mais nous considérons du côté du rassemblement que, d'abord, nous ne sommes pas pour revenir sur les principes majeurs, mais que des ajustements sont toujours possible et qu'il est toujours possible de trouver des ajustements. Ces facilitateurs ont proposé des choses. Alors enlever le nom, par exemple, vous savez, le nom, ça a un peu d'importance, avec quelques éléments d'ajustement. Débaptiser l'accord, enfin l'appeler autrement qu'accord de Bougival. Oui, l'appeler autrement. Alors je ne sais pas si les Une Calédoniens sont modification très à la marge, attachés. quoi, oui. Et puis il y avait quelques autres propositions qui ne nous semblaient pas choquantes, en tout cas qui méritaient d'être discutées. Et j'espère que nous considérons que l'accord est encore à portée de main, mais surtout que c'est une exigence pour les responsables politiques de proposer effectivement aux Calédoniens un accord qui donne des perspectives sur l'avenir. Nous ne pouvons laisser jusqu'en 2027 des Calédoniens comme ça. Et puis, nous rejoignons les loyalistes dans leur expression là-dessus. Il n'est pas question, enfin même je l'ai dit depuis un moment déjà, nous l'avons dit d'ailleurs dès notre comité directeur de lundi, nous n'accepterons pas des élections provinciales convoquées sur la base d'un corps électoral gelé. Ça n'est absolument pas acceptable. Nous y reviendrons. Alors, le président de la République, vous le disiez, invite donc les élus calédoniens le 16 janvier. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de précisions sur ce qu'il veut faire. Il parle de poursuivre le dialogue sur l'avenir institutionnel et d'apporter des clarifications sur l'accord de Bougival. D'ores et déjà, et en attendant des précisions peut-être, vous irez à Paris, le rassemblement va répondre à l'invitation du président de la République? Nous sommes toujours des partenaires, le rassemblement du dialogue, de la discussion pour trouver une solution pour les Calédoniens. Nous sommes 264 000 habitants sur ce territoire d'après le dernier recensement. Nous avons un pays formidable. Nous devons absolument apporter paix et stabilité à ce territoire. C'est notre responsabilité. Nous sommes toujours au rendez-vous quand c'est de cela dont il s'agit et nous y serons dans le respect de la démocratie, de l'expression démocratique des Calédoniens. C'est d'ailleurs notre mandat, ces 3 référendums qui se sont tenus et ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est notre mandat que nous donnent les Calédoniens et dont nous ne dévierons pas. Les loyalistes ont effectivement indiqué que si les échanges devaient avoir pour objet de revenir sur les équilibres politiques de Bougival, ils n'y apporteraient pas leur soutien et qu'ils n'apporteraient pas davantage leur concours à des discussions qui aboutiraient à une nouvelle version du projet de Deva ou à quelque chose qui ressemble à une solution indépendantiste. Vous êtes complètement sur la même longueur d'onde aujourd'hui? Je vous le disais préalablement, bouger les équilibres de Bougival, nous ne sommes pas favorables, nous sommes pour des ajustements, mais rester dans l'état d'esprit de cet accord. Deva n'a pas existé, puisqu'en fait personne n'a signé quoi que ce soit à Deva. Il n'y a pas eu d'accord en fait de Deva. Contrairement à Bougival, où il y a eu des signatures de l'ensemble des groupes. Et puis ensuite, effectivement, un retrait d'un des partenaires. Mais Deva n'a pas existé. Et surtout, moi, je rajouterais surtout, et ce qui est le plus important pour nous, nous n'accepterons pas, et ça, c'est la position du rassemblement, de Bougival ou rien, c'est-à-dire des élections provinciales convoquées sur un corps gelé. Ça ne peut pas être cela. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez vous y opposer? Encore une fois, il n'y a pas de majorité à Paris. Il n'y en aura pas sans doute pour ouvrir le corps électoral. Comment est-ce que vous voyez les choses? Écoutez, là, on fera un rapport de force avec l'État et je peux vous assurer que toute notre famille politique à Paris s'opposera au fait que le président de la République, le ministre de l'Intérieur, puisque c'est lui qui convoque les électeurs, convoque des électeurs en Nouvelle-Calédonie sur la base d'une élection provinciale à corps gelé. C'est impossible. Nous considérons que c'est un déni profond de démocratie et que ça ne peut pas être le cas. Par ailleurs, au-delà du caractère démocratique, nous considérons que ça serait un drame et un recul profond de l'État, un reniement, puisque des milliers de Calédoniens se diraient que finalement c'est toujours la partie la plus ultra des indépendantistes qui gagne. Ça ne peut pas être cela, alors que 5 des 6 formations politiques sont favorables à cette ouverture du corps électoral de manière
raisonné, pourrais-je dire, puisqu'effectivement c'était progressif et ça n'était pas avec une présence de quelques mois. On était sur 15 ans de présence dans un premier temps, 10 ans à partir de 2031. Les natifs, évidemment, et puis aussi les conjoints de Calédoniens. Mais bref, tout cela pour dire que ça provoquerait une défiance terrible en Nouvelle-Calédonie, le fait de dire qu'on convoque ces élections et nous y opposerons, et toute notre famille politique à Paris, nous soutiendrons dans cette démarche d'opposition à avoir des élections sous cette forme. Des élections qui doivent avoir lieu avant le 28 juin. Vous avez une préférence? Il faut que ce soit le plus tard possible ou le plus tôt possible dans l'année? Sachant qu'il y a des municipales, on en reparlera aussi en mars. Non, on n'a pas de préférence. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait cette ouverture, que nous trouvions un équilibre pour avoir des perspectives dégagées pour les Calédoniens sur leur avenir. C'est ça l'essentiel. Leur apporter la paix dans les cœurs, je crois qu'ils en ont. Ils le méritent, ils ont été très traumatisés. Ces dernières années, nous avons besoin d'assumer notre responsabilité et de leur offrir cette sérénité, cet apaisement et une relance de la Nouvelle-Calédonie qui est indispensable. Alors le groupe UC FLNKS et nationaliste du Congrès a répondu lui aussi à l'invitation du président de la République. Il demande des clarifications et il dit que c'est le FLNKS et son président qui doivent être autour de la table et non pas le groupe UC FLNKS. Pour vous, les interlocuteurs doivent rester les groupes politiques du Congrès. C'était un peu la nouveauté des dernières années. Écoutez, nous, on n'a pas à définir quels sont les interlocuteurs des autres, en vrai. Parce que nous, on n'accepte pas des autres qui définissent qui sont nos interlocuteurs. Et vous seriez prêt à des discussions avec Christian Théin, le président du FLNKS? Il pourrait être autour de la table? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que nous avons besoin que l'ensemble des partenaires de ce pays soient autour d'une table et que chacun assume sa responsabilité. Et moi, je considère que le FLNKS nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qu'ils doivent trouver les moyens d'en sortir les Calédoniens. Et que ça ne sera jamais, en tout cas ça ne sera pas dans la pleine souveraineté parce que les Calédoniens l'ont rejeté. Donc il faut revenir à la raison et il faut être capable de construire ensemble un chemin pour les Calédoniens dans la paix avec un horizon dégagé. C'est ce à quoi nous devons tous nous atteler aujourd'hui. Vous pensez que ce rendez-vous à l'Élysée peut permettre de débloquer les choses? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que le chef de l'État va... Il vous avait déjà réuni en juillet dernier, c'était quelques temps avant Bougival, mais la solution qu'il proposait était différente de celle que vous avez trouvée ensuite à Bougival. À quoi peut servir ce rendez-vous du 16 janvier? Trouver une solution. Moi, je considère que l'accord est à portée de main et il faut maintenant, d'autres avant lui ont été capables, des premiers ministres, souvent Michel Rocard, de trouver la solution pour la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il nous faut l'accord. Nous ne pouvons pas rester ainsi. Ça serait une descente aux enfers pour la Calédonie si nous n'avons pas quelque chose qui finalement, empêche cette hémorragie de se propager et finalement permet à la Calédonie, il faut permettre à la Calédonie de se relancer et ça se fera sur la base de perspectives. Mais alors en même temps, vous dites que vous ne voulez pas toucher aux équilibres de Bougival. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de l'UNI? Elles vont trop loin quand ils demandent une modification du transfert des compétences régaliennes, une réintroduction du concept d'autodétermination. Vous estimez que là, ça remet en cause les équilibres? Écoutez, il ne peut pas y avoir de mécanisme automatique de transfert des compétences régaliennes. Il ne peut pas non plus y avoir de mécanisme automatique d'autodétermination, puisque l'objectif de Bougival était précisément de donner des perspectives et de ne plus cliver les Calédoniens autour de cette question qui a été tranchée maintes fois. Donc effectivement, il faut que chacun revienne à la raison et se mette dans une discussion approfondie. Nous avons un cap, un cadre, et nous y tiendrons. Et vous restez persuadé qu'un accord est à portée de main? C'est le message aujourd'hui, à quelques jours de la fin d'année. Je pense que c'est indispensable, c'est notre responsabilité d'apporter ça et d'offrir ça aux Calédoniens pour 2026. Et j'espère que, je ne donne jamais de leçons, je n'aime pas ceux qui donnent des leçons aux autres, mais j'espère que chacun d'entre nous, on sera capable d'être à la hauteur de cette responsabilité. Alors le comité directeur du Rassemblement était réuni lundi soir. Vous avez déjà fait le point sur l'actualité politique, sur Bougival. Il y a un accord complet, les adhérents, les militants du Rassemblement soutiennent Bougival? Oui, bien sûr, on a fait un gros travail sur le sujet pour expliquer les enjeux et l'équilibre trouvé à Bougival, effectivement. Donc on a un soutien du Rassemblement et une confiance de nos militants et dans les décisions prises par le Rassemblement. Alors à cette occasion, votre candidature a été annoncée comme tête de liste au municipal à Nouméa. Qu'est-ce qui vous incite à vous présenter? Écoutez, je crois qu'il y a aujourd'hui une chose qui, en tout cas, donne du sens à mon engagement politique, c'est la proximité avec les Calédoniens. Depuis des mois et des mois, d'ailleurs, rien que sur Bougival, je tiens des réunions quotidiennes, chaque semaine. En fait, ce qui donne du sens à cet exercice politique et la raison, en fait, de mon engagement politique, c'est le fait d'être en transparence, d'être en partage avec les Calédoniens, d'entendre ce qu'ils pensent, d'échanger avec eux et de donner finalement une forme de transparence dans la vie politique calédonienne. Et je pense vraiment que ce mandat municipal est un mandat
mandat encore plus en proximité finalement avec les Calédoniens, qui est une qualité nécessaire. Et je pense qu'il y a hélas, malheureusement, à la tête de la mairie de Nouméa, plus cette préoccupation d'écoute des Calédoniens et des Nouméens en particulier. Je pense que nous avons, avec notre équipe, une énergie nouvelle à apporter en la matière. C'est un positionnement politique, c'est-à-dire qu'il y a un message politique, c'est le rassemblement qui veut se positionner sur la ville de Nouméa, qu'il a évidemment longtemps dirigé, tout le monde le sait. Alors, il y a une élection municipale est une élection politique. Il y a deux choses. Il y a effectivement le positionnement de la maire de Nouméa politiquement qui nous a incités en partie à nous présenter. Le fait qu'elle ne soutienne pas les combats des partisans de la France en Nouvelle-Calédonie, qu'elle n'apporte aucun soutien à Nicolas de Mesdorf en 2024, alors que celui-ci est face à Omerhan Eslin, qui revenait de Bakou d'ailleurs, donc où tout le monde devait serrer les coudes. Il n'y a pas de soutien lors des élections sénatoriales en 2023, et la ville de Nouméa compte en matière d'élections sénatoriales. Et ce qui fait que pour la première fois de notre histoire, on a un indépendantiste au Sénat. Et puis, il n'y a pas de soutien sur des combats clés comme celui dont on parlait avant, celui du dégel du corps électoral, où la maire de Nouméa demande au président de la République de ne pas convoquer Versailles en 2024. Et au bout d'un moment, il y a une clarification finalement de ce positionnement. Mais ça n'est pas la raison, enfin, ça n'est pas la seule raison. La raison principale, c'est aussi le bilan de gestion de cette ville de Nouméa et la situation aujourd'hui. Quel bilan vous faites justement de l'actuelle mandature? Parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé à Nouméa. Nouméa a bougé, il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup d'améliorations. Quel jugement global vous portez sur ce qui a été fait ces dernières années? Alors, la ville de Nouméa, en effet, a été bétonnée ces dernières années. Et Dieu sait qu'il y a des commerçants qui ont fermé leur commerce parce qu'à force d'avoir des travaux devant chez eux pendant des mois et des années, ils n'ont pas pu continuer leur activité. Mais je dirais que le premier sujet pour lequel, pour moi, le bilan est assez catastrophique, c'est la sécurité. L'insécurité, devrais-je dire plutôt. Vous savez, même la garde, elle n'a pas voulu avoir d'adjoint en charge de la sécurité. C'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, bon nombre de quartiers de la ville, en fait, sont dans une situation dramatique. Le quartier chinois est un lieu de deal permanent. Les agressions des commerçants y sont fréquentes et régulières. Et sur les baies, nos jeunes, lorsqu'ils vont, aux moins jeunes, après minuit, lorsqu'ils sortent, les agressions sont assez régulières également. Et ça n'est pas qu'à ces endroits-là. Et donc, on a une insécurité pour laquelle la ville de Nouméa a un rôle parce que... C'est quand même une compétence régalienne, ça dépend de l'État, l'ordre public, la sécurité à Nouméa. Oui, mais ça serait oublier que nous avons une police municipale à la ville de Nouméa qui comprend 216 hommes, ce qui est un nombre très conséquent d'ailleurs. Et une police municipale dévouée qui nécessite d'être revalorisée parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas du tout. Mais surtout, on peut redéployer des forces. Par exemple, si les Nouméens nous font confiance, nous mettrons un commissariat de police municipale à la fois à Lansvata sur les baies, mais aussi à proximité du marché. C'était le cas sous Jean-Lec. D'ailleurs, nous avions un commissariat de police sous Jean-Lec à cet endroit qui est proche du quartier chinois, mais du marché, qui subit aussi des agressions. Nous en mettrons par exemple aussi au rond-point de Magenta, qui est une zone aujourd'hui qui n'a plus, du fait des émeutes, et notamment le commissariat de police nationale qui a été saccagé, incendié, et plus de forces de l'ordre vraiment présentes sur place. Donc la police municipale a un rôle à jouer. Nous proposons d'ailleurs qu'elle soit armée, ce qui nécessite une extension d'une loi nationale parce qu'elle doit être protégée et crainte aussi. Et il faudra d'ailleurs pour cette extension de loi nationale que le député Nicolas Mesdorf nous aide, mais je ne doute pas de son soutien. Et puis, je pense que des jeunes de moins de 16 ans n'ont rien à faire dans la ville la nuit. Et nous savons les problèmes de délinquance. Donc nous proposerons au conseil municipal d'adopter une délibération mettant en place un couvre-feu de 23h à 4h du matin à certaines périodes de l'année. Et si le conseil adopte, nous ferons pression au niveau de l'État pour qu'il suive cette volonté du conseil municipal. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour finir sur la sécurité, mais il n'y a pas que ça à Nouméa qui ne va pas. On pourra parler des autres sujets. Les voisins vigilants ont joué un rôle majeur de protection des quartiers, n'ont pas été soutenus par la maire. Moi, je considère qu'il faut un référent communal pour les voisins vigilants qui exercent encore une fois une veille aujourd'hui qui est un facteur de prévention de la délinquance. Nous aurons, si les Nouméens nous font confiance, un référent municipal et un référent au sein de la police municipale pour les voisins vigilants, comme c'est le cas au sein de la police nationale d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses en matière de sécurité, mais je dirais que, enfin, je ne veux pas être trop longue rien que sur le premier sujet, mais il y a aussi le sujet d'une ville de Nouméa et d'un centre-ville, Elisabeth. Oui, voilà. Mais la sécurité, c'est vraiment le point fort de votre candidature,
Vous voulez améliorer la sécurité à Nouméa. C'est certain que c'est un point fort. Nous ne pouvons plus rester ainsi parce que c'est un élément pour le reste. Mais nous sommes ici rue de Sébastopol. Je vous engage à vous promener à pied jusqu'au quartier latin depuis la rue de Sébastopol et à voir, à comptabiliser le nombre de panneaux à louer ou à vendre. Nous avons un centre-ville qui se meurt. Et comment vous pouvez faire pour le redynamiser? La commune a un grand rôle en matière de soutien de l'activité et des Calédoniens en général. Il y a une gestion extrêmement pyramidale et isolée de la mer qui met un temps infini dans toutes les demandes des Calédoniens d'autorisation en direction de la mairie. Nous avons une centralisation en fait de la décision. Nous avons un monde associatif qui n'est plus soutenu ni entendu aujourd'hui. Regardez, on a 1000 personnes qui se mettent quasiment dans une association pour dire non à des logements sociaux à la vallée de Sakamoto. La maire de Nouméa veut engager 180 logements sociaux dans ce parc de 27 hectares au cœur de la ville qui est un parc extraordinaire. Eh bien, vous ne voulez plus faire de logements sociaux du tout? Non, moi je suis contre les logements sociaux. Je suis contre les logements sociaux. Il y avait un texte au Congrès hier qui donnait un cadre de la Nouvelle-Calédonie pour capter des fonds sur l'habitat, capter des fonds par exemple européens, pour que le gouvernement puisse capter des fonds européens. Eh bien ces fonds, nous avons voté ce texte parce que ces fonds, ils doivent être faits pour que l'on détruise parfois des logements sociaux, que l'on réhabilite ou que l'on restructure. Mais en tous les cas, par exemple, sur la vallée de Sakamoto, nous nous opposerons à ce projet, nous rachèterons s'il faut au FSH ce terrain pour en faire un parc urbain exceptionnel pour les Calédoniens, comme l'association. Il faut écouter les associations, il faut écouter les Nouméens aujourd'hui. Ils ont des idées pour leur ville et je crois qu'on a une gestion très isolée et un peu sans énergie pour laquelle ils méritent un nouvel élan. Alors c'est une ville aussi qui a été très, très marquée, très, très détruite, même par les émeutes de mai 2024. Il y a quand même, on dit toujours Nouméa Sud, Nouméa Nord, mettons le centre-ville au milieu. Dans les quartiers nord, il y a eu des destructions énormes. Est-ce que vous allez aussi vous intéresser à cette partie de Nouméa et est-ce que c'est aussi un endroit dans lequel vous allez faire campagne, où vous allez être présente? Alors, je vous remercie beaucoup de cette question. Vous savez, moi, j'ai été élue avec Jean Lec, qui était un homme, un maire, qui avait en responsabilité l'ensemble de sa ville. D'ailleurs, il venait de la vallée du Tir, comme ma famille, d'ailleurs, la famille de ma mère et de ma grand-mère. Et en fin de compte, il était soucieux de l'ensemble des quartiers de sa ville. Nous n'avons pas eu cette gestion sous le mandat de cette maire. Alors, certes, on peut dire les émeutes, mais déjà, il y a beaucoup de zones, et je vais dans les quartiers nord, il y a beaucoup de zones pour lesquelles la maire ne s'est jamais déplacée dans ces endroits. Et je considère qu'il faut s'occuper de l'ensemble des quartiers, parce que quand vous ne vous occupez pas des quartiers nord, c'est les quartiers sud aussi qui sont pénalisés. Il faut avoir une vision globale de cette ville, avec, pour moi, un plan majeur à investir aussi en matière culturelle et sportive sur l'ensemble des quartiers de la ville, notamment dans ces quartiers nord. Et au sud également, je regrette par exemple que la ville de Nouméa ait touché 5 milliards assurantiels des assurances dans le cadre des destructions, des émeutes que vous évoquiez, et qu'elle n'en ait investi que 2,1 milliards. Donc il y a presque 3 milliards qui sont thésaurisés, à l'heure où au contraire il fallait investir massivement. Vous voyez par exemple la province sud, elle investit 10 milliards. Eh bien, la ville de Nouméa, elle touche 5 milliards de l'assurance, elle n'en a investi que 2, au lieu d'investir au maximum, car tous les acteurs ont besoin qu'on donne du cash dans l'économie calédonienne pour que les projets redémarrent. Votre équipe est déjà prête pour ces municipales ou vous êtes en train de la constituer? Alors, mon équipe est prête. Nous avons une équipe de jeunes très dynamique et c'est aussi, je vous le dirai, vous me parliez du sens de mon engagement. Ma volonté aussi, c'est de mettre en responsabilité une équipe renouvelée et jeune qui sont des hommes et des femmes honnêtes et travailleurs. Je crois que c'est un investissement pour l'avenir, pour le moment où nous-mêmes, nous ne serons plus là. Je pense que ces jeunes sont là pour faire du bon travail et pouvoir exercer ces responsabilités. Vous me parliez du rassemblement. Nous avons été éjectés par l'actuel maire du conseil municipal. Nous avons 0 conseiller municipal au sein de cette ville. Comme vous le disiez, que nous avons le rassemblement avec Jean Lec, pour lequel j'ai une estime colossale, eh bien, géré pendant plus de 40 ans et qui a redressé cette ville à la sortie des événements des années 80. C'était une ville à terre. Il l'a redressée pour en faire la ville moderne que l'on a aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas oublier ce bilan-là, parce qu'il a fait aussi un énorme travail pour cette ville de Nouméa. Vous êtes engagé dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Vous êtes engagé maintenant pour les municipales à Nouméa. Vous aurez le temps de faire tout ça et de vous consacrer à l'ensemble? Écoutez, en tout cas, moi... Est-ce qu'il ne faut pas partager parfois? Vous savez, en fait, moi, je ne cumule pas les mandats. C'est-à-dire, par exemple, je ne suis pas vice-présidente de province où c'est un mandat qui a une rémunération supplémentaire.
vice-présidente au Congrès, vous savez, c'est bénévole. C'est pas tant en rémunération qu'en temps utile. Est-ce que vous pouvez tout faire? Non, mais bon, une rémunération correspond aussi à un engagement. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un salaire de base d'élu. Madame Lagarde, d'ailleurs, avait été députée, maire et élue du Congrès en même temps. Elle cumulait 3 fonctions. Donc nous allons effectivement présenter ça. Et je suis quelqu'un de sérieux qui assume ses responsabilités. Je consacre ma vie à mon engagement politique aujourd'hui. J'ai dû abandonner, par exemple, mes engagements associatifs qui me plaisaient beaucoup pour m'engager pleinement pour les Calédoniens. Et j'espère qu'ils ont confiance en moi, s'ils me font confiance et à notre équipe, pour ne absolument pas les délaisser, s'occuper d'eux et les écouter. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de candidatures qui se soient déclarées pour les municipales. D'après ce qu'on a compris, il n'y aura pas d'union chez les partisans de la France, ni à Nouméa, ni au Mont d'Or. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et est-ce que c'est pas un peu dangereux de partir en ordre dispersé en cette période, alors qu'on est en train de préparer l'avenir institutionnel? Écoutez, moi, je vous parlerai de Nouméa. En tout cas, sur Nouméa, je considère, et je vous le disais précédemment, que cette maire n'a pas soutenu les combats majeurs des partisans de la France en Nouvelle-Calédonie. Donc, qu'on ne nous parle pas d'unité des partisans de la France, puisqu'elle n'a pas soutenu ces combats-là. Et au-delà de la gestion de la ville dont je viens de parler, c'est aussi une raison majeure pour laquelle nous présentons à Nouméa notre candidature, parce que nous voulons une clarification aussi de ce point de vue-là. Vous savez, la commune, souvent, on dit oui, mais soi-disant, ça ne serait pas un mandat politique, sauf qu'on oublie de dire que la ville de Nouméa, elle est décisionnelle pour le choix, par exemple, du sénateur de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est elle qui a le plus grand nombre de grands électeurs et qui penche dans la balance de manière très importante. Donc, je considère qu'il n'est pas question de non-indépendantiste ou d'indépendantiste. Cette maire n'a pas soutenu, encore une fois, les combats de la Calédonie française, pour moi, ces derniers mois et ces dernières années. Est-ce que vous me parlez d'unité sur le reste? On est sur des enjeux différents. On est sur des enjeux de communes. Les enjeux territoriaux, c'est autre chose. Vous me parlez des provinciales. Vous avez vu que sur l'avenir, on est très unis avec les loyalistes sur les sujets d'avenir. Nous l'avons toujours été. Nous sommes des hommes et des femmes responsables. Vous n'avez pas signé le dernier communiqué qu'ont publié les loyalistes pour répondre au président de la République? Écoutez, ils ne nous l'ont pas proposé. Mais en tous les cas, c'est assez normal, puisque vous saviez, nous avons tenu notre comité directeur. Et lors du comité directeur, nous avions fait un communiqué de presse pour donner les grandes lignes du comité directeur que nous avions réuni le lundi qui précédait. Et c'était légitime qu'eux aussi, finalement, se positionnent sur cette réunion du président de la République. Mais en tous les cas, ce que je dois dire, c'est que nous devons nous battre ensemble, là, pour que ces élections provinciales à venir ne se tiennent pas sur la base d'un corps électoral gelé, ce qui serait vraiment très problématique pour l'avenir de la Calédonie et donnerait le point au plus extrême des indépendantistes. L'État n'a pas le droit de laisser cette situation en l'état. Mais il y aura une démarche unitaire, on peut penser, des partisans de la France pour les provinciales, ou c'est trop tôt pour le dire, les choses ne sont pas encore réglées? Là, nous sommes surtout sur la façon, avant même de parler de tête de liste, d'appareil politique ou de ce que vous voulez, et même si je sais que ça préoccupe les Calédoniens et c'est légitime. Mais là, d'abord, nous sommes à la fois sur l'enjeu d'avenir avec cette façon dont les élections vont se tenir provinciales, qui est très, très important. Et puis, nous avons les élections municipales avant, donc chaque temps, parce que si on doit brouiller les pistes de parler tout en même temps, c'est un peu compliqué. Le temps viendra de la discussion sur les élections provinciales, bien sûr, où nous ne jouerons pas aux apprentis sorciers. Le 16 janvier, réunion, rendez-vous à Paris, a priori, sous réserve de confirmation. Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars. Pas de vacances, vous allez devoir vous impliquer complètement dans ce travail à la fois institutionnel et de campagne électorale? Absolument. Alors, ça fait quelques années que je n'ai plus de vacances. Je dois dire que par rapport à mon ancien métier qui était professeur, j'ai un grand écart entre cette ancienne vie et celle d'aujourd'hui. Mais écoutez, on est accrochés. Notre obsession, c'est de donner un avenir plus serein aux Calédoniens et ça nous tient. Et c'est vrai, une forme d'obsession et de responsabilité qui motive aussi notre engagement. Et il faut qu'il soit sûr que nous nous battons pour ça, au fond. Eh bien, Virginie Ruffarac, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. J'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette fin d'année, puisque c'est le dernier magazine Transparence de l'année 2025.